Salut à tous et bienvenue pour cette 50e vidéo colis. Bon sang, 50 vidéos, je savais pas que ça faisait si longtemps que je faisais ce genre de truc. Si on compte ça en nombre de semaines, ça veut dire que ça fait au moins 50 semaines que je fais ça, à savoir que je me souviens avoir loupé quelques semaines durant toute cette durée. Donc oui, ça fait vraiment un bon moment maintenant. Hein. Enfin bref, donc du coup pour fêter ça, ce qu'on va faire, c'est que l'on va changer légèrement la formule. Oui, je vais légèrement modifier de la manière que je faisais ces vidéos, parce que pour information, j'ai tout simplement envie d'essayer d'améliorer un petit peu le truc, hein, parce que vous êtes de plus en plus nombreux en fait à regarder ce genre de vidéos, à ce que je vois sur ma chaîne, plus nombreux que les gens qui regardent des vidéos sur les téléphones, à ce que j'ai vu, ce qui m'a étonné, donc c'est une très bonne chose. En plus de ça, ces vidéos ont l'air d'être plus appréciées et de vous faire plus parler dans les commentaires, donc c'est tout bon, j'ai envie de dire, et c'est peut-être une bonne chose aussi d'essayer de les rendre un petit peu plus attrayantes, enfin tout simplement d'essayer de rompre un peu la monotonie, parce que le problème c'est qu'en 50 vidéos, on a fini par voir beaucoup de trucs qui commencent à se répéter un petit peu, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a toujours l'éternel nappe IDE, il y a toujours l'éternel câble USB ou câble serial ATA, il y a toujours l'éternel carte graphique dont on ne sait pas exactement ce que c'est parce que, bien entendu, le constructeur l'a marqué absolument nulle part, ça c'était génial comme truc à une époque, et même encore aujourd'hui on trouve encore des cartes graphiques qui ont ce problème-là d'ailleurs. Enfin bref, ça c'est génial, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que maintenant j'ouvre les colis avant la vidéo tout bêtement, je trie ce qui est complètement inutile hors du colis, et surtout, ce que je fais, c'est que vous savez, il y a certains colis qui sont très bien, mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose à analyser dedans. Et un truc que j'aime bien faire, mais seulement quand je trouve quelque chose d'intéressant à analyser un petit peu, à démonter, ou peu importe, c'est de faire dans une vidéo colis un petit démontage ou une petite recherche vis-à-vis de tel ou tel produit un peu bizarre qui était donné avec, genre par exemple la carte micro SD complètement foireuse et qui corrompt les fichiers de manière absolument magnifique, que l'on a pu voir il y a quelques semaines. Eh bien l'idée c'est de faire en sorte qu'il y ait à chaque fois, dans chaque vidéo, un colis qui contient un de ces trucs-là, donc il y aura au moins une analyse, si ce n'est pas deux analyses ou des montages à l'intérieur de ces vidéos-là, et du coup on va commencer ce colis avec le premier objet. Alors le premier objet, bon, on va aller dans la tradition, là nous avons des cartes, tout simplement des barrettes de RAM, hein. Et alors c'est de la SD-RAM en l'occurrence, mais si je les ai pas triées en dehors du colis, c'est parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire dessus. Ce sont des barrettes de RAM qui viennent de chez Compaq, bon ça c'est pas très intéressant, mais surtout ces deux puces là, et le fait qu'elles soient beaucoup plus hautes, me laisse penser qu'il s'agit de RAM de type ECC avec un cache, c'est-à-dire la buffered si vous préférez, SD-RAM en l'occurrence, pour les serveurs. Alors je sais pas si c'est marqué là-dedans, ou il y en a aussi qui les appellent registered, c'est-à-dire registered si vous préférez le prononcer n'importe comment, c'est-à-dire de la RAM qui aurait une sorte de registre en fait. Donc ça se repère souvent à ce genre de puces supplémentaires en dessous. Ce sont des puces de RAM qui sont plus lentes, hein, pour information, que les puces de RAM classiques, parce que en réalité, au lieu que ce soit le contrôleur mémoire qu'il y a sur la carte mère qui gère ces barrettes de RAM directement en lui-même, eh bien il envoie des commandes à l'un de ses composants, etc., qui va ensuite gérer ces puces-là. Donc ça permet en fait de gérer plus de quantité de mémoire vive et de faire en sorte que le contrôleur mémoire ait moins de choses à faire de son côté, sauf que bien entendu ça fait une étape supplémentaire, donc c'est un petit peu plus lent. Donc voilà, nous en avons 3, et le truc qui est intéressant avec ça, c'est que de nos jours avec la DDR2 et compagnie, etc., eh bien on ne peut plus utiliser ça sur des PC classiques. Ça n'est compatible en fait qu'avec les Xeon, et même pas qu'avec les Xeon, ça n'est compatible qu'avec les Xeon qui sont sur socket pour Xeon, c'est-à-dire que il y a quelques Xeon, vous savez, qui fonctionnent sur les 1366 ou les 1156 ou ces trucs-là, c'est-à-dire les sockets grand public, les cartes mères grand public, pour processeurs Intel, mais ceux-là ne sont à ma connaissance pas compatibles, en tout cas avec les cartes mères grand public, avec la mémoire ECC. En tout cas avec la mémoire ECC avec un registre. Attention, parce que c'est la mémoire ECC tout court, sans registre. Il y a des cas de figure où ça marche.
quand même, mais celle qui a un registre, c'est-à-dire la vraie ECC en fait, n'est pas compatible. À savoir quand même que donc, comme je voulais le dire à l'origine, avec la DDR1, mais surtout avec la SDRAM, on trouvait beaucoup de cartes mères grand public qui étaient encore compatibles avec ce genre de mémoire. Donc faudra que j'essaye avec une de mes cartes mères pour Pentium 3. Si ça se trouve, ça fonctionne. Ensuite, nous voilà avec cette chose-là. Alors, non, faut d'abord que je vous montre le chapeau parce que c'est magnifique. Nous avons un chapeau Skoda. Attendez, il y a autre chose. Skoda Tour de France 100, de 1900, de l'année 100 après Jésus-Christ. Non, je sais pas, je suppose que c'est le 100e Tour de France. Mais surtout, il y a plein de trucs dessus. Attendez, je crois que je sens le besoin de faire un truc con là. C'est la grande classe. Ça y est, l'envie de blaguer est passée, donc nous avons visiblement, alors je sais pas si c'en est un vrai, je suppose que oui, un iPod Touch avec l'écran complètement brisé, donc il va falloir trouver une vitre. À savoir d'ailleurs que les pièces de rechange pour tout ce qui est Apple sont super chiantes à trouver, parce que je sais pas si vous vous rendez compte du niveau de comment on pourrait appeler ça, de diabolisme qu'il faut pour être une marque et faire en sorte que l'écran lui-même, l'écran tactile lui-même ou la dalle LCD soit repéré par une sorte de numéro de série qui est communiqué à la carte mère, et la carte mère, grâce au système d'exploitation, peut dire, après une mise à jour, oh, ce truc-là a été repéré comme étant une pièce non originale, le téléphone ne démarre plus. Enfin, vous voyez, ils font des trucs, franchement, chez Apple, des fois, bah, c'est dingue. Oh merde, non, pas encore. Oh non, pas un Wildfire, non. En espérant que ce soit un Wildfire S, le HTC Wildfire S, qui est en fait un HTC Wildfire où ils auraient rajouté enfin un chipset graphique pour que ça rame pas à ce point. Donc ok, un Wildfire tout court ou Wildfire S, il y a des chances que ce soit un S, hein. Je peux pas vous le dire sans l'allumer et j'ai pas la batterie. Donc il y a peut-être la batterie quelque part, mais si je trouve pas de batterie, bah je pourrais pas vous le montrer en vidéo là maintenant. Un Samsung qui a l'air bizarre. Ah oui, je me disais bien que ce Samsung avait l'air bizarre. Il a un petit clavier minuscule. Ouh, c'est mignon tout ça. Je déteste quand les claviers, vous savez, sont trop proches de la rambarde comme ça, parce que c'est difficile d'appuyer sur les touches du haut. Bon, après là, c'est pas le pire exemple, mais j'avais un ZTE qui était absolument horrible à utiliser comme ça. Ensuite, nous avons, je dirais ça sans trop de crainte, qu'il s'agit très certainement d'un téléphone sous Windows. Oui, bah voilà, c'est marqué là. Un téléphone sous Windows, donc CE, ou Windows Mobile, si vous préférez. Et ils ont mis cette espèce de bague qui clique, qui fait penser énormément. Ah oui, il y a peut-être d'ailleurs aussi un truc optique ici pour une sorte de trackball, en fait, qui tourne. Ah non, c'est une vraie trackball en fait, c'est pas optique, c'est une vraie trackball qui tourne pour pouvoir diriger le petit pointeur, parce que oui, il y avait une souris dessus, il y avait un pointeur de souris, et ce truc pour pouvoir glisser dans les pages et tout ça. Franchement, regardez le nombre de trucs qu'il faut pour rendre ergonomique ce système d'exploitation sur du tactile. Il vous faut une bague pour scroller, un petit truc pour déplacer une microscopique souris dans tout l'écran, oh c'est magnifique. Et ensuite, l'écran tactile, lui, ne vient qu'en dernier recours pour... parce que... Ah mince, il manque le stylet, parce que oui, c'est un écran tactile résistif, et oui, il faut un stylet pour pouvoir taper dessus, sinon c'est juste impossible. J'espère que ce truc-là marche encore, parce que j'adorerais, un de ces jours, montrer en vidéo vous savez, une sorte de Windows mobile, quoi, c'est-à-dire les trucs d'avant Windows Phone, parce que très franchement, ces trucs-là sont vraiment, mais bizarres, quoi. L'iPhone était sorti, et eux, ils avaient des trucs en termes d'ergonomie qui étaient juste dépassés, mais à un point. Ensuite, nous avons une carte graphique en PCI Express 1X, amusant, avec son adaptateur, le fameux adaptateur que je dis toujours que ça fait partie des trucs que l'on trouve très souvent chez Dell, mais visiblement il y a aussi d'autres marques qui l'ont fait. Justement, l'adaptateur est marqué par HP, celui-là. Je suppose que ça ne marche pas, c'est pour cette raison très certainement qu'il n'y a pas de radiateur dessus. Donc bon, c'est du Nvidia en même temps. Si ça date de l'époque que je pense, bon voilà, il y a de grandes chances que ce soit un problème de soudure. J'en ai réparé quelques-unes qui avaient un composant qui ressemblait beaucoup à ça. Alors ensuite, venant d'un deuxième colis complètement différent, je suppose que c'est pas la même personne, voici ceci. Alors ça m'a intrigué quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il se passe le mot, hein, parce que je comprends pas pourquoi pourquoi le Ventirad a disparu de ce truc, ainsi que l'équerre. Bon, pourquoi pas, en même temps on peut peut-être toujours en avoir besoin, j'en ai aucune idée.
Une troisième qui a le même problème et ensuite un câble Serialata, mais si j'ai laissé le câble Serialata dans le colis, c'est parce que juste à côté il m'avait passé un câble micro USB, comme vous le voyez. Mais micro USB, mais voilà, qui ressemble à un câble Serialata, donc il a failli passer à la trappe lui quand je me suis dit oh tiens plein de câbles Serialata, et dès que j'ai vu ça je me suis dit oh bon Dieu, il y a un bug là, c'est pas un câble Serialata ce truc. Alors ensuite nous avons des papiers qui viennent de chez Adaptec avec un contrôleur SCSI ou SCSI si vous préférez, que l'on reverra bien entendu dans une autre vidéo parce que ça fonctionne, et donc du coup je ferai très certainement une vidéo, je crois que je l'ai déjà dit dans un autre colis, sur le SCSI. Donc ce sera l'occasion de voir les disques durs et le contrôleur qu'il m'a passé avec. Et c'est par contre un truc qui est marrant, c'est donc là, tiens, lisez ceci, celui-là je l'avais pas vu par contre. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Rien du tout. Bah, attendez, c'est juste un gros carton. Oh, c'est marrant ça. Tout un énorme papier là. Oh là là. Ah bah alors là franchement je m'attendais pas à voir ça, je croyais que c'était juste un carton pour séparer des trucs, donc ça explique comment ça s'installe et tout le bazar. Bon bah ça c'est bien, c'est une très bonne chose, parce que le SCSI je peux vous dire que ça coule pas de source. Ensuite il y a ce papier, et ensuite il y a la notice. Voilà, mais ce que je cherche à quel endroit où c'était marqué, donc un CD d'installation, voilà c'est ça. Ce CD dessus il y a marqué EZ SCSI. Alors ça me fait beaucoup marrer moi quand les constructeurs, pas forcément quand les constructeurs, mais surtout quand les marketeurs s'amusent à faire des trucs comme ça. Parce que en fait, si vous prononcez EZ en anglais, et encore pas dans tous les anglais en fait, hein, c'est en anglais américain, parce qu'en anglais en anglais de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, eh ben on dirait EZ, ok, mais en anglais américain, ça fait easy, SCSI, easy comme le mot easy qui veut dire facile. Oh là 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 là, mon Dieu, le marketing qui c'est encore bon, d'accord. Je déteste les délires marketeux comme ça parce qu'après on comprend rien à ce qui se passe. Quand on a ça en français, on se dit c'est une nouvelle sorte d'SCSI qui n'existe pas ou quoi. C'est non, c'est juste une blagounette, on va dire. Donc ensuite là-dedans nous avons j'arriverai pas. Oh là là, ça fait du bruit ça. Donc nous avons un morceau de téléphone Wiko, un Wiko Goa. Ah oui, oh là, j'en ai eu des nouvelles de celui-là. Il paraît qu'il est absolument atroce. Le Wiko Goa, c'est un truc extrêmement bas de gamme. C'est quasi niveau, vous savez, de ces fameux téléphones avec processeur Spreadtrum complètement contrefait et qui marche, mais alors tellement mal que voilà, bon bref, un truc que j'ai montré il y a un moment en vidéo. Ensuite nous avons qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, pourquoi ça vient avec un bout de liège pour protéger l'écran? Je trouve ça amusant d'avoir fait ça. Bon, je sais pas pourquoi c'est venu avec, je suppose que c'est parce que ça se clipse mal, ou alors c'est juste qu'il était ouais, je sais pas. Non, ça a l'air de bien tenir quand c'est bien mis, donc ça a dû juste se déclipser pendant le transport. Donc hop, nous avons une batterie qui dépasse, parce que ça doit être la batterie haute capacité, il devait y avoir une batterie qui dépassait pas au départ, et vous savez, une sorte de clapet qui est directement dans la continuité, au lieu d'avoir cette espèce de bosse. Ça, visiblement c'est un Pocket PC sous Windows CE, encore une fois, ou qu'on appelait Windows. Alors Windows CE, ça me fait toujours marrer parce qu'on l'appelle Windows Pocket quand c'est sur un Pocket PC, on l'appelle Windows Mobile quand c'est sur un téléphone, et on l'appelle Windows CE quand c'est intégré dans un peu n'importe quoi. Mais ça reste toujours Windows CE, c'est juste d'autres noms pour être amusant. Tiens, c'est un truc qui appartenait à la SNCF à une époque. Je sais pas à quoi ça pouvait leur servir ça. Et là nous avons une Kingston 2 Go carte SD. Oh bah je m'attendais à une carte SD no name que je trouverais là-dedans, mais non, une très très bonne carte SD visiblement. Je suppose qu'il n'y a plus de batterie là-dedans parce que comme d'habitude avec ces trucs-là, il faut les recharger genre quelques temps avant de les utiliser parce que la batterie a tendance à se décharger toute seule. Oh bah je savais même pas que Fujitsu en avait fait des trucs comme ça, donc génial. Alors ensuite nous avons une microscopique souris, je crois que j'ai jamais vu plus petit que ça. Ah, franchement c'est tout petit, hein. Niveau ergonomie c'est pas terrible, hein. C'est vraiment pas terrible, mais ça peut dépanner quand on manque de place ou je sais pas quoi, on trouve voilà une souris. Alors je sais pas pourquoi j'ai laissé ça dans le colis. Par contre nous avons un processeur Intel qui est très certainement un Pentium M ou un Pentium 4M, en tout cas c'est le socket qui abritait ces processeurs là. Ensuite nous avons ah oui, je crois savoir pourquoi j'avais laissé celle-là, c'est parce que c'est de la SDRAM pour ordinateur portable,
Et ça, on n'en trouve pas tellement souvent dans les colis, donc bon bah voilà, si vous vous demandiez à quoi ça ressemble, en réalité ça ressemble exactement aux barrettes de RAM actuelles. Bon, bien entendu les puces sont des puces typiques de SDRAM, hein, mais ce que je veux dire c'est que voilà, ils ont juste changé le détrompeur de place, alors que quand ils sont passés de la SDRAM sur PC fixe à de la DDR par exemple, il y avait 2 détrompeurs, il y en a vu plus qu'un. Non, à l'époque il y en avait déjà qu'un seul. Faut savoir aussi que les barrettes pour de type EdoRAM, qui sont pour ordinateur portable, sont pour certaines exactement du même type que la SDRAM, avec le détrompeur au même endroit, donc voilà, ça peut être assez confus. Ça, je sais pas pourquoi je l'ai laissé, sûrement parce que c'est une barrette de DDR, je sais pas quoi, 2 ou 3, ça dépend, parce que le détrompeur est tellement presque au même endroit entre les deux formats que j'ai du mal à le savoir, mais c'est surtout qu'il a absolument rien du tout dessus, donc bon, ok. Et ça, je l'avais gardé celle-là, parce que c'est une 2 gigaoctets déjà, ce qui est beaucoup. Tiens, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est de la que justement c'est de la registered celle-là, parce que de la registered parce que visiblement elle a une puce qui est différente des autres au milieu. Elle en a pas une de chaque côté par contre. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Il n'y a pas marqué R quelque part pour dire que c'est... Si, c'en est une. Donc celle-là marchera nulle part. Mince, encore une qui marchera pas. Mais surtout, si je l'avais sortie, c'est parce qu'il y avait marqué IBM dessus. Et c'est de la DDR3 de chez... où il y a un logo IBM dessus. Et ça veut dire que la provenance, c'est un serveur. Parce que IBM ne fait plus d'ordinateur pour les particuliers. Donc c'est pour cette raison que je l'avais gardé, mais je m'attendais pas à ce que ce soit de la ECC registered, mais bon, ça paraît logique au final. Bon, ça c'est une 1 gigaoctet par contre, de DDR, je sais pas, où c'est que c'est marqué. Bon, on va vérifier ça tout de suite par rapport au détrompeur. Donc c'est de la DDR2, et bah y a rien de spécial à dire dessus, alors je sais pas pourquoi je l'ai gardé. Bon, ça aurait dû être un truc que j'aurais dû trier en dehors du colis. Alors une batterie de netbook HP, ou de notebook HP plutôt, parce que de netbook, bon ça pourrait plus aussi être un netbook. Bon bref, mais je sais pas quoi en faire parce que je dois pas avoir l'ordinateur qui va avec, ou alors ce serait vraiment un coup de bol incroyable. 2 piles Varta, est-ce qu'elles sont rechargeables? Elles sont rechargeables, et bah ça sera toujours très utile. Ensuite nous avons voilà un petit câble Lightning, je suppose que c'est un officiel celui-là. Pas sûr du tout en fait que ce soit un officiel. Et ensuite nous avons quelque chose que vous avez très certainement reconnu pour certains. Ensuite il y a ce truc là qui refait une apparence parce qu'on l'avait déjà vu. Je sais même plus ce que c'est juste une petite LED porte-clés ou je sais pas quoi, mais il manque le côté porte-clés. Donc je sais pas pourquoi on me l'a envoyé une deuxième fois, pour la blague je suppose. Et ensuite nous avons ça, une carte, oula, une clé USB avec une puce flash no name. Oh ça pue, mais ça pue à un point, je sais pas ce que ça va donner. Ensuite nous avons ça, alors ça je sais pas, ah si je vois maintenant. Oh là là, c'est que c'est vraiment très très miniaturisé. C'est pour mettre une micro SD par-dessus comme ça, là, ici, à cet endroit-là, dans la petite fente qu'on voit à peine ici. J'étais complètement passé à côté au départ. Ok, ensuite une deuxième clé USB, elle aussi complètement no-name. Ok, d'accord, ça va être une bonne blague. Et ensuite, nous avons ça, qui est exactement la clé USB qui est tombée en panne chez moi, là, comment ça s'appelait déjà? La Cruiser Blade ou je sais pas quoi, de chez SanDisk, qui est une clé USB extrêmement mauvaise pour de la marque, parce qu'elle est tombée en panne toute seule, mais alors sans prévenir et tout ça, alors qu'elle avait même pas... Enfin bon, je veux dire, ça peut arriver que ce soit juste un accident, un problème, je veux dire, une clé, qui a un problème, et puis au final, le modèle est bon, quoi, mais c'est juste qu'on n'a pas eu de bol. Mais non, il y a plein de gens sur Internet qui ont eu le même problème, et le truc aussi, c'est que elle a un secteur mort, elle se met en lecture seule, cette saloperie. Au lieu de continuer à fonctionner, réallouer un secteur, ou tout simplement continuer à fonctionner avec un secteur mort, et oups, il faut le savoir, sinon ça corrompt les données, mais bon, j'arrive pas à trouver comment on l'ouvre d'ailleurs, et visiblement c'est pareil pour la personne qui a essayé avant. Et surtout, on peut voir le système de contact qu'il y a sur cette clé USB qui est absolument atroce. Ensuite, une batterie de Nokia, un petit truc Wi-Fi de marque Atheros d'ailleurs, donc
tout ce qu'il y a de plus convenable, qui vient très certainement du même PC HP que ce truc-là, parce que justement, il m'a aussi mis dans la boîte la télécommande HP qui vient avec l'ordinateur, donc je vois bien de quel type d'ordinateur ça doit provenir, ça. C'est-à-dire ceux qui tombaient en panne tout le temps, là, genre, si ça se trouve, c'est ce qui était fourni avec le DC 8000 de chez Compaq, ou chez HP, il portait presque le même nom, ou DV plutôt, 6000 de chez Compaq, et chez HP, il portait un nom très similaire, et c'était exactement le même PC, et ceux-là, ils sont tous tombés en panne, mais alors, c'était juste épouvantable. Ensuite, nous avons ce petit adaptateur sympathique. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Non, c'est juste, en fait, ça fonctionne pas plus que ça, en fait. On branche ça dans un RCA et ça fait en sorte que ça sort 2 fois le même signal sur 2 RCA différents. Donc, y a pas de subtilité là-dedans. Un petit adaptateur pour une prise jack 3,5 mm vers la grosse prise jack que je sais plus exactement quelle taille a fait, je m'en souviendrai jamais. Et ensuite de quoi mettre a priori un casque sur une Game Boy Advance SP. Je me rappelais plus qu'elle avait pas de port casque en fait, celle-là. Bah ouais, donc visiblement elle a pas de port casque et il y a besoin de ça, je ne m'en rappelais plus. Et enfin nous avons l'Arduino, donc l'Arduino Uno. Oui, non, c'est pas fait pour jouer. Tiens, il y a un truc qui est resté coincé dans un des ports de l'Arduino. Donc voilà, c'est réglé comme problème. Les ports sont extrêmement usés à force de brancher, vous savez, les cartes filles qui se mettent par-dessus, etc. Franchement, il a dû beaucoup servir. Je sais pas pourquoi il m'a été donné. Il a peut-être une panne, ou alors peut-être qu'il marche encore, mais c'est juste pour montrer ça en vidéo, etc. Alors personnellement, j'ai pas vraiment de projet original avec l'Arduino. Moi, c'est le genre de truc que je compte utiliser seulement si un jour j'ai une idée que personne n'a jamais fait sur internet, mais malheureusement par exemple l'utiliser pour faire de la musique avec des disquettes, ça a déjà été fait. Bon, je pourrais vous montrer ce que ça donne parce que c'est rigolo, mais sinon ça a déjà été fait. Presque toutes les idées que j'ai pu avoir ont déjà été faites en fait. Bon, faut dire c'est normal, hein, mais bon. Alors pour information, si vous vous demandez comment ça fonctionne, il y a un microcontrôleur ici, c'est cette grosse puce qui est faite par Atmel en l'occurrence. Et cette puce-là contient, on peut lui donner un programme en fait dedans. Et le programme d'origine de l'Arduino, en fait, ils appellent ça, il me semble, un bootloader en fait. Ils ont en fait rempli la moitié de la mémoire qu'il y a là-dedans par un truc qui permet de simplifier la programmation d'un microcontrôleur. Parce que habituellement, tout simplement utiliser un microcontrôleur, etc., c'est pas si simple que ça, hein, c'est vraiment pas si simple que ça. Et de la façon qu'ils ont fait ça, en fait, ils ont fait en sorte que l'on puisse, grâce à ce petit interpréteur qu'il y a là-dedans, qu'ils ont donc mis à l'intérieur de l'Arduino comme programme d'origine, eh bien il y a juste à lui greffer un petit programme que l'on a codé et compilé, je suppose, pour que ça fonctionne là-dedans. Ça se code du coup de n'importe quelle façon, comme on coderait un programme sur un PC, c'est-à-dire en C ou en C++, peut-être que ça gère aussi, non, je pense que ça doit se limiter à certains langages assez simples comme le C a priori. C'est pas sûr, hein. En fait il y a très certainement comment on pourrait appeler ça, des bindings ou je sais pas quoi là, des trucs pour faire en sorte que on puisse utiliser un autre langage qui est pas fait pour à l'origine, et puis ça l'interprète et puis ça le transforme dans le ZZ et puis hop, et ensuite ça en fait un programme qui fonctionne là-dessus. Et une fois qu'on a un programme qui fonctionne là-dessus, eh bien c'est magnifique, on peut automatiser des trucs. Donc on peut utiliser la plupart toutes ces broches sont programmables. Bon, bien entendu, il y en a aussi qui servent un petit peu à d'autres choses. Il y a des broches par exemple qui sortent du courant, il y en a une 3,3 volts, une 5 volts, il y a donc toute cette partie-là visiblement c'est alimentation. Là, il y a une partie où il y a marqué entrée analogique, et l'autre partie ici, il y a marqué digital PWM, donc a priori c'est pour envoyer des impulsions, ce genre de truc, c'est-à-dire ça peut être en fin de compte une sorte de truc, vous savez, genre des 0 et des 1, etc., qui peuvent sortir par là, donc c'est programmable. A priori c'est un peu comme le PIO, hein, c'est-à-dire ce qu'il peut y avoir sur le Raspberry Pi d'ailleurs. Ensuite il y a quelques autres trucs, je sais pas trop à quoi ils servent. Enfin bon voilà, je suis pas très au fait de l'Arduino parce que comme je le disais, je n'en ai pas encore eu besoin jusque là. Et parce que voilà, sinon c'est que des trucs que je peux faire autrement ou que je
j'ai pas forcément besoin de faire. Alors, ce qui est génial avec l'Arduino, c'est que c'est un design open source pour ce qui est de la machine en elle-même, quoi. Pas pour seulement les programmes, mais pour ce qui est du hardware. Alors on s'en serait très certainement douté, mais étant donné les différents noms qu'il y a, des différents trucs qui se branchent sur l'Arduino, ainsi que l'Arduino lui-même, ainsi qu'il s'appelle Uno et compagnie, bon bref, c'est fait en Italie, comme vous le voyez, ça a été très certainement même carrément inventé en Italie, et malgré que ce soit un truc open source et compagnie, il me semble que la majorité des trucs sont encore fabriqués par les originaux, c'est-à-dire ceux qui l'ont inventé au départ, et ce sont pas forcément des copies conformes, genre copie carbone, à pas cher, etc. pour ce genre de trucs. Bon, alors comme promis, on va terminer sur l'analyse de quelque chose. Enfin, quand je dis l'analyse, bon, j'utilise des grands mots parce que je trouve rien de mieux. Mais bon, on va juste essayer de voir ce que donnent ces 3 clés USB. Je suppose qu'elles marchent pas, mais si elles marchent, on va voir ce qu'elles ont comme caractéristiques, c'est-à-dire surtout est-ce qu'elles font des corruptions, etc., etc. En fait, on va faire exactement la même chose qu'avec les cartes SD. Alors désolé, oui, pour la première fois, ça n'est pas très original, mais en même temps, je me rôde. Hein. C'est pas facile hein, d'essayer de modifier un petit peu le concept. Bon, j'espère que ça vous aura pas trop déplu, que je fasse en sorte que je connais déjà le contenu du colis avant de le faire, mais bon, c'est la première. Ce que je compte faire, c'est surtout faire en sorte de déballer les colis, les trier par catégorie, et surtout faire en sorte de laisser passer suffisamment de temps pour que je me souvienne plus ce qu'il y a dans la boîte. Donc du coup ça reviendra au même de ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire je me souviendrai plus ce qu'il y avait dedans. Déjà là, rien que là je me souvenais plus de la moitié de ce qu'il y avait dedans. Mais donc du coup aussi faire en sorte du coup que ça revienne, enfin que ça redonne un petit peu cette authenticité de tiens c'est quoi ce truc qu'il y avait avant quoi. Et donc bon voilà, on va juste voir si ça fonctionne. Je suis pas sûr que ça fonctionne, hein. Il y aura bon surprise, voyons ce que ça donne. Bon, donc comme la dernière fois, nous voici sur mon ordinateur. Je vais juste insérer une de ces fameuses clés USB mystères et on va voir ce que ça donne. Donc clic. Donc, est-ce que quelque chose apparaît déjà? Bon, je vais regarder dans l'utilitaire de disque. Je suis en train de faire des tests smart. Ouais, rien du tout. Bon, bah, ça commence mal, donc celle-ci ne marche absolument pas. Regardons maintenant la deuxième. Alors j'ai commencé par celle qui avait les pistes en rouge. Enfin, quand je dis les pistes, je veux dire surtout les pattes, en fait, des puces qui sont rouges, on sait pas trop pour quelle raison. Je suppose qu'ils ont mis une sorte de vernis dessus. Et la deuxième ne marche plus non plus du tout. Bon, bah, on va essayer la SanDisk, ça semble mal barré. Et la SanDisk marche, et comme de par hasard, c'est exactement, sans aucune différence du tout, la même que celle qui est grillée chez moi. Et elle semble marcher, bizarrement, espace disponible, c'est vide donc. Elle est non partitionnée, a priori. Bon bah essayons de la partitionner, ou plutôt de créer une partition. Une partition FAT nous conviendra, on va l'appeler USB. Hop, créons-la. Oh c'est mauvais signe. Oui, donc on a créé une partition inconnue. Formatons-la à nouveau. Tac tac tac. Donc oui, formater, tac tac tac. Et nous avons une partition. Oui, tac, ok. Donc, bah, elle a l'air de marcher, en fait. Bon, je vais prendre des dossiers un petit peu n'importe quoi sur mon bureau, là. Et, bon, il me manque combien? Ouais, donc c'est peut-être un peu gros, tout ça. Bon, je copie des trucs dedans pour voir ce que ça donne. Et, a priori, ça fonctionne. Bon, amusant. Eh bien, vous savez quoi, le problème, c'est que, malgré son apparence apocalyptique de grosse merde, eh ben, cette clé USB a l'air de fonctionner parfaitement bien. Alors du coup, j'ai ressorti la mienne qui ne marche, elle, pour le coup, plus, mais ce que je viens de remarquer, c'est que c'est pas exactement la même. Celle-là, c'est une 8 Go, tiens d'ailleurs, tout s'est effacé à l'arrière, c'est magnifique, et alors que celle-là, c'est une 4 Go, donc bon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer devant vous de tout simplement inverser les deux trucs. Ça demandera surtout d'essayer de comprendre comment on fait pour déboîter ce truc-là, parce que j'ai essayé de passer l'ongle, et ça ne voulait pas. Bon, passer un médiator dedans, ça a l'air d'être encore plus difficile que de passer l'ongle. Donc, youpi. Bon, j'ai réussi à trouver un angle d'attaque à cet endroit-là. Si j'arrive à le remettre dedans, voilà. Est-ce que je vais réussir à déboîter tout ça? Ça, c'est la grande question. Ah oui, visiblement, oui, ça a l'air d'être bien parti.
Donc voilà comment réussir à faire ça. Par contre, ça défonce le Mediator. Donc maintenant, je fais l'autre côté. Si j'y arrive, c'est vachement difficile. Et puis ça craque. Hein. Heureusement que c'est bien emboîté de toute façon, parce que c'est la seule chose qui le retient. Il n'y a aucune vis, il n'y a rien du tout dans ce truc. Voilà. Donc comment c'est fait à l'intérieur maintenant? Voilà, une puce SanDisk, tout bêtement. Voilà, voilà. Pouf. Donc on voit que c'est pas du no-name déjà, hein, parce que ça aurait pu aussi être une fausse SanDisk, une de contrefaçon, je sais pas quoi. Bon, ça aurait été étonnant quand même, hein, mais bon, voilà. Donc, le contrôleur est aussi fait par SanDisk, ce qui m'étonne parce que cette clé USB est aussi lente que les clés USB no-name. Donc j'aurais cru que ce serait un contrôleur, pas un truc no-name, mais quelque chose, vous savez, bas de gamme, quoi. Mais non, c'est visiblement un truc bas de gamme, mais fait par SanDisk. Bon, vraiment, ça bousille ce truc. C'est dommage, faudra que j'essaye... Aïe, oh, ça bousille aussi les doigts. Disons, je pourrais y aller avec les ongles, je me bousillerais autant les doigts, dis donc. Alors vous savez quoi, je vais sortir les grands moyens, et beaucoup de gens ne connaissent pas cette technique-là, mais en fait il existe mieux que ça, par exemple, pour pouvoir ouvrir, ainsi que n'importe quel truc en plastique, il existe cette chose-là, ce qui s'appelle un couteau de peintre, et cette chose-là, en fait, c'est très très fin et c'est en métal, alors c'est parfait pour déboîter quand c'est très difficile, ou pour, par exemple, enlever les IHS des processeurs ou des trucs comme ça, c'est absolument excellent pour ça, et ça marche des milliers de fois mieux. En plus de ça, vous pouvez pas le tordre, parce que regardez, c'est fait exprès pour que ça reprenne sa forme. C'est vraiment excellent comme truc, et ça coûte, pour information, genre 5 € sur eBay, voire même pas, enfin, c'est vraiment très peu cher. Et très franchement, je vous conseille énormément d'acheter un truc comme ça, si vous démontez des choses impossibles à démonter, de ce type-là notamment, relativement fréquemment, parce que c'est vraiment ce qui marche le mieux. Le seul souci, c'est que c'est vraiment utilisé en dernier recours, parce que ça fait des traces, contrairement au plastique, parce que plastique contre plastique, ça n'a pas tendance à poser de problème, mais si vraiment vous y arrivez pas, c'est vraiment la meilleure méthode. Et voilà, c'est ouvert a priori, je dis bien a priori, sans faire trop de dégâts, voilà, non, même ça a l'air d'être carrément bon. Voilà. Donc, on se retrouve à nouveau avec un truc SanDisk, ne les confondons pas l'un l'autre, donc on va essayer de l'enlever, tac, voilà, tac. Je sais pas pourquoi la personne qui m'a envoyé ça, peut-être que j'avais parlé dans une vidéo de cette clé et qu'il a dû reconnaître le modèle, je ne sais pas. Et il s'est dit, moi j'en ai une qui est complètement défoncée. Je ne sais pas du tout. Je n'en ai absolument aucune idée. En tout cas, il a parié sur le fait que j'avais gardé celle complètement... celle qui marche pas. Et donc que j'ai encore la coque pour pouvoir le mettre dedans, ou je sais pas quoi. Ou alors, c'est vraiment juste la chance, le hasard. Parce que franchement, c'est vraiment un truc... c'est pas fréquent hein, d'avoir pile exactement la même chose. Donc voilà, hop. A priori, ça s'adapte sans aucun problème. Hein, c'est vraiment exactement la même. Voilà. Parfait. Alors, dernier truc à faire avant de tout remonter, c'est que je vais utiliser une gomme et je vais faire briller le métal ici, parce que tant qu'il est accessible, autant le nettoyer, parce que j'ai vu que comme il était, comme ça, quoi, directement à nu, il avait tendance à être bien moi. Voilà, donc si vous connaissiez pas la technique de la gomme, voilà, vous en connaissez une de plus pour nettoyer ce genre de choses. Alors moi j'ai tendance à utiliser de l'alcool à brûler ou des trucs comme ça, mais quand c'est vraiment une couche bien épaisse de crasse, quand c'est pas brillant du tout, la gomme ça permet comme ça d'améliorer un peu les choses. Bon voilà, j'ai réenfilé comme ça le truc dessus, tac. Alors je le refais à nouveau, tac, voilà, donc hop, on l'enfile, et ensuite il n'y a plus que la clipser ça, et logiquement, ça devrait être bon. Voilà, il y a 3 clips, un là, et un au-dessus, sauf qu'il était pété sur celui-là, et normalement, logiquement, ça devrait être remonté. Bon, j'arrive pas à remettre le clip du dessus, mais c'est pas grave, vous avez vu très certainement l'idée, et maintenant j'ai quelque chose d'à peu près présentable qui fait une clé USB de 8 Go. Je vais la tester tout de suite pour voir si... Bon, ce serait étonnant si je l'avais cassée entre-temps. Et non, de toute évidence, elle fonctionne parfaitement bien maintenant, donc voilà, je vais pouvoir jeter tous les morceaux qui restent là, ici. Et voilà, c'est bien, au moins j'ai bien fait de garder ça. Bon je pense que j'ai plus rien de spécial à vous montrer dans cette vidéo, j'ai plus qu'à vous dire salut à tous, et à la prochaine!